Bonjour, je me présente Zrafi Kerim, enseignant de mathématiques au lycée Fatouma Bourguiba Monastir, encadré par monsieur l'inspecteur Chinia Mostafa. Dans cette séance, on va commencer le cours de fonctions logarithmes népériens destiné aux élèves de 4e année, section sciences techniques. Donc, dans cette première séance, on va définir les fonctions logarithmes népériens, voir ses propriétés et étudier et représenter graphiquement la fonction logarithme népérien et bien sûr quelques applications. Passons à la première activité. Donc, montrer que chacune des fonctions suivantes admet des primitives sur l'intervalle i et donner la primitive grand F de petit f sur i qui s'annule en 1. Première fonction, donc f de x égale 1 sur x au cube et i égale l'intervalle 0 plus l'infini. Comme vous vous rappelez, dans le chapitre primitif, on a vu que toute fonction continue sur un intervalle i admet une primitive sur i. Or, f est une fonction rationnelle, donc continue sur son ensemble de définitions qui est R étoile, et i est un intervalle inclus dans R étoile, d'où f est continu sur i. Et par suite, elle admet des primitives grand F sur i. Rappelons-nous aussi que toute fonction de la forme qui a x associe 1 sur x à la puissance n, n appartenant à z étoile privé de 1, admet une primitive de la forme qui a x associe moins 1 sur n moins 1 fois x à la puissance n moins 1. Par une petite identification, on remarque bien ici qu'on peut appliquer ce théorème-là pour n égale à 3, ce qui nous permet de écrire que grand f de x est égal à moins 1 sur, comme on a dit, le n égale à 3, donc ici c'est 2 qui est égal à 3 moins 1 fois x à la puissance 3 moins 1 plus une constante c, constante réelle, qu'on va définir en utilisant la condition initiale, le fait que grand f s'annule en 1. Donc, comme grand f de 1 égale à 0, ça c'est équivalent à dire moins 1 sur 2 plus c égale à 0, ce qui nous permet d'écrire que c égale à n demi. D'où grand f de x est égal à moins 1 sur 2x carré plus n demi. Passons à la deuxième fonction. Donc, f de x est égal à 1 sur x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, f est une fonction rationnelle. Toujours, elle est continue sur l'ensemble des définitions R étoile, en particulier sur l'intervalle i qui est inclus dans R étoile. Et par suite, elle admet des primitives sur i. Donc, essayons d'appliquer la même propriété, mais vous remarquez bien ici que par une petite identification, le n ici c'est égal à 1. Or, cette propriété n'est pas applicable pour n égale à 1, car dans ce cas, le dénominateur ça sera 0, et ça c'est absurde. Donc, la définition de notre fonction. Donc, on appelle fonction logarithme népérien, notée Ln, la primitive sur 0 plus l'infini de la fonction qui a x associé à 1 sur x s'annulant en 1. Donc, c'est ça la définition de notre fonction. C'est la primitive du fonction qu'on vient de voir qui a x associé à 1 sur x. Donc, quelques conséquences à partir de cette définition. La première, comme la fonction logarithme népérien est la primitive d'une fonction sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc nécessairement elle est définie, continue et dérivable sur 0 plus l'infini. Et comme c'est la primitive de la fonction 1 sur x, donc pour tout x appartenant à R étoile plus, on a la dérivée de la fonction ln appliquée à x, c'est égal à 1 sur x. Et toujours en se basant à la définition, c'est la primitive qui s'annule en 1. Donc on aura bien ln de 1 égale à 0. D'où on peut déduire ce tableau de variation, c'est que la fonction ln, comme ça c'est fonction dérivée, c'est 1 sur x, c'est une quantité strictement positive. Donc fonction ln, elle est strictement croissante sur son domaine de définition qui est égal à 0 plus l'infini. Et elle s'annule en 1. Donc on remarque bien ici que la fonction ln, elle est négative entre elle est négative sur l'intervalle 0,1 et positive sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc,
propriété. Donc la fonction ln est dérivable et strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Pour tout réel strictement positif a et b, on a ln de a égale ln de b, c'est équivalent à dire a égale à b. ln de a strictement supérieur à ln de b, c'est équivalent à dire a strictement supérieur à b. Et pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, on a ln de x égale à 0, c'est équivalent à dire x égale à 1, c'est par définition. ln de x est strictement négatif, c'est équivalent à dire x appartient à l'intervalle 0, 1. Qu'on vient de voir, la fonction ln, elle est strictement croissante et s'annulant en 1. Donc, sur l'intervalle 0, 1, elle est strictement négative. Et ln de x est strictement positif, c'est équivalent à dire que x appartenant à 1 plus l'infini. Passons à une première application. Donc, soit la fonction f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x égale 2x moins 1 sur x. La question va déterminer la primitive grand f de petit f sur i telle que grand f de 1 égale à 2. Passons à la correction de la première application. Donc, f de x égale 2x moins 1 sur x, pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc f est la somme d'une fonction polynôme et d'une fonction rationnelle, donc continue sur son ensemble de définitions R étoile, en particulier sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et par suite, elle admet des primitives grand f sur i. Et on a la primitive de la fonction qui a x associé 2x, c'est égal à x carré. Par définition, la primitive de la fonction qui a x associé 1 sur x, c'est la fonction ln. Et on sait aussi que la primitive de la différence, c'est la différence des primitives. Donc, grand f de x, c'est égal à x carré moins ln de x plus c. Or, grand f de 1, c'est égal à 2. Ça, c'est équivalent à dire que 1 au carré moins ln de 1 plus c égale à 2. Et par définition, ln de 1, c'est égal à 0. Ce qui nous permet d'écrire que 1 plus c égale à 2. Et par suite, c égale à 1. D'où grand f de x, c'est égal à x carré moins ln de x plus 1 pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Passons à une deuxième application. Donc, soit la fonction f définie sur 0 plus l'infini par f de x égale x ln de x moins x. Première question, montrer que f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini et calculer f' de x. Question 2, on va préciser le sens de variation de f. Et troisièmement, on va déduire une primitive grand G sur 0 plus l'infini de la fonction g qui a x associé ln de x. Donc, passons à la correction. Donc, f de x égale x ln de x moins x. On va montrer que f est dérivable sur 0 plus l'infini et on va calculer sa fonction dérivée. Donc, kx associé x est dérivable sur 0 plus l'infini et kx associé ln de x est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc, f est dérivable sur 0 plus l'infini comme somme de deux fonctions dérivables. Rappelez-vous aussi que toute fonction de la forme u fois v, sa fonction dérivée est de la forme u'v plus v'u. Donc, appliquer cette propriété à notre fonction, on aura alors, pour tout x strictement positif, f' de x égale, la dérivée de x égale à 1 fois ln de x plus x fois la dérivée de la fonction ln qui est égale à 1 sur x moins la dérivée de x est égale à 1. Une simple simplification par x, on aura un 1 moins 1, ça donne 0. Donc, f' de x c'est égal à ln de x. Donc, passons à la deuxième question. On va préciser le sens de variation de la fonction f. Comme on vient de voir que f' de x est égal à ln de x pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, donc le signe de f' de x est celui de ln de x. Et comme on vient de voir dans la conséquence de la définition, c'est que la fonction ln elle est négative entre 0 et 1 et
positif sur l'intervalle 1 plus l'infini. Ce qui nous permet de définir les variations de notre fonction f. Donc f', elle est négative entre 0 et 1. Donc f est strictement décroissante sur l'intervalle 0, 1. Et f' de x est strictement positif sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc f est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc passons à la troisième question. On va déduire une primitive grand G sur 0 plus infini de la fonction g qui a x associe ln de x. On a g est une fonction continue sur 0 plus infini, donc elle admet une primitive sur l étoile plus qui est égale à 0 plus l'infini. Et or, on vient de voir que g de x c'est égal à f' de x, parce que f' de x est égal à ln de x, donc la primitive de la fonction f', ce n'est rien d'autre que f de x, ce qui nous permet d'écrire grand G de x c'est égal à f de x plus c, avec une constante c réelle. D'où grand G de x c'est égal à x ln de x moins x plus c, avec c un nombre réel définir en utilisant une condition initiale. Donc, ce qui nous permet de donner cette conclusion, c'est qu'une primitive de la fonction qui a x associée ln de x sur 0 plus l'infini est de type qui a x associé x ln de x moins x plus constante c, c'est un nombre réel quelconque. Donc, on va voir maintenant la propriété fondamentale de la fonction logarithme népérien. Donc, activité. Donc, soit A un réel strictement positif, on considère les deux fonctions f et g définies sur 0 plus l'infini par f de x égale ln de a de x et g de x égale ln de a plus ln de x. Première question, on va montrer que f et g sont deux primitives sur l'intervalle 0 plus l'infini de la fonction qui a x associée 1 sur x. Question 2, on va calculer f de 1 et g de 1. Question 3, justifie alors que pour tout x strictement positif, on a f de x égale g de x. Question 4, petit a, exprimer ln de a au carré et ln de 1 sur a en fonction de ln de a. Question B, on déduire que ln de a sur b c'est égal à ln de a moins ln de b et ln de racine carrée de a c'est égal à 1 demi ln de a. Donc, passons à la correction de notre activité. Donc, première question, on va montrer que f et g sont deux primitives sur 0 plus l'infini de la fonction qui a x associée 1 sur x. Rappelez-vous aussi que pour montrer qu'une fonction est la primitive d'une deuxième, il suffit de montrer que la deuxième est la fonction dérivée de la première. C'est-à-dire, on va essayer de montrer que f' de x, ce n'est rien d'autre que 1 sur x. Et on a f de x égale ln de a fois x. Donc f de x, on peut l'écrire comme étant composé de deux fonctions, c'est-à-dire f de x égale ln de u de x avec u de x qui est égal à a fois x. Donc la fonction u est définie sur 0 plus l'infini et comme a est un réel strictement positif, donc la fonction u est à valeur dans 0 plus l'infini. Donc on peut alors conclure que notre fonction f est dérivable sur 0 plus l'infini comme étant composée de deux fonctions dérivables. Rappelons-nous aussi que toute fonction composée de la forme g rond f, sa fonction dérivée est de la forme f' fois g' rond f. Appliquons donc ce théorème-là à notre fonction. On aura alors f' de x c'est égal u' de x fois ln' de u de x. U de x c'est égal à a fois x, donc u' de x c'est égal à a. La dérivée de la fonction ln c'est 1 sur x, mais appliquée à u de x, donc on aura alors ln' de u de x c'est égal à 1 sur a fois x. Une simplification par a,
ça nous permet d'écrire que f' de x c'est égal à 1 sur x. Et par suite, f c'est une primitive de la fonction qui a x associé 1 sur x. Passons à la fonction g. On a g de x égale ln de a plus ln de x. Donc, g est dérivable sur 0 plus l'infini, comme somme de deux fonctions. La fonction qui a x associé ln de a, c'est une fonction constante, donc dérivable partout. Et par définition, la fonction ln est dérivable sur 0 plus l'infini, donc notre fonction est dérivable sur 0 plus l'infini. Et on a g' de x, une constante, sa dérivée c'est nul. La dérivée de la fonction ln c'est 1 sur x, donc g' de x c'est égal à 1 sur x. Donc, ce qui nous permet de conclure que f et g sont deux primitives sur l'intervalle 0 plus l'infini de la fonction qui a x associé 1 sur x. Donc, passons à la deuxième question. On va calculer f de 1 et g de 1. On a f de 1, c'est égal à ln de a fois 1, qui n'est rien d'autre que ln de a. G de 1, c'est égal à ln de a plus ln de 1. Or, ln de 1, par définition, c'est égal à 0. Donc, G de 1, c'est égal à ln de a. Troisième question, on va justifier alors que pour tout x strictement positif, on a f de x égale g de x. Donc, on vient de voir que les deux fonctions f et g ont la même dérivée et vérifie f de 1 égale à g de 1. On aura alors la fonction f égale à g partout, c'est-à-dire pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. D'où, pour tout x strictement positif, on a ln de a x, c'est égal à ln de a plus ln de x. D'où la propriété fondamentale de la fonction logarithme népérien, c'est-à-dire pour tout a strictement positif et b strictement positif, on a ln de a fois b, c'est égal à ln de a plus ln de b. Passons à la quatrième question. On va exprimer ln de a au carré et ln de 1 sur a en fonction de ln de a. Donc, on a ln de a au carré, c'est égal à ln de a fois a. Mais on vient de voir que le logarithme du produit, ce n'est rien d'autre que la somme des logarithmes. Donc, ln de a fois a, c'est égal à ln de a plus ln de a, qui est égal à 2 ln de a. D'où la première propriété, c'est que ln de a au carré, c'est égal à 2 ln de a. On a aussi le ln de 1 égale à 0, d'une part. D'autre part, 1 égale a fois 1 sur a. On aura alors 0 égale ln de a fois 1 sur a. Et comme le logarithme du produit, c'est la somme du logarithme, donc on aura alors 0 égale ln de a plus ln de 1 sur a. Ce qui nous permet de conclure que ln de 1 sur a, c'est égal à moins ln de a. Donc, passons à la question d'après. On va déduire que ln de a sur b, c'est égal à ln de a moins ln de b. Et ln de racine carrée de a, c'est égal à 1 demi ln de a. Donc, on a ln de a sur b, c'est égal à ln de a fois 1 sur b. Mais on vient de voir que le logarithme du produit, ce n'est rien d'autre que la somme des logarithmes. Donc, ln de 1 sur b, c'est égal à moins ln de b. On aura alors ln de a sur b, c'est égal à ln de a moins ln de b. De même, on a 1 demi ln de a, c'est égal à 1 demi ln de racine carrée de a au carré. Vous remarquez bien ici que racine de a au carré, c'est égal à a. Et comme on vient de voir que ln de a au carré, c'est égal à 2 ln de a, donc ln de racine carrée de a au carré, ce n'est rien d'autre que 2 ln de racine de a. D'où 1 demi ln de a, c'est égal à 1 demi fois 2 ln de racine de a. Une simplification par 2, on aura alors comme résultat ln de racine de a. Ce qui nous permet de conclure que ln de racine de a, c'est égal à 1 demi ln
de A. D'où les propriétés suivantes de la fonction logarithme népérien. Donc, pour tout réel strictement positif, A et B, et pour tout n appartenant à Z, on a ln de A fois B, c'est égal ln de A plus ln de B, ln de A au carré égale 2 ln de A, ln de 1 sur A, c'est égal moins ln de A, ln de A sur B, c'est égal ln de A moins ln de B, et pour tout entier relatif, ln de A à la puissance n, c'est égal à n ln de A, et enfin, ln de racine carrée de A, c'est égal à n demi ln de A. Donc, passons à une application. Donc, application 3. Exprimer en fonction de ln de 2 ou et ln de 3 les réels suivants. X égale ln de 8, y égale ln de 18 moins 3 ln de 2, et z égale 3 ln de racine carrée de 3 sur racine carrée de 2, t égale ln de 15 plus 2 ln de 10 moins ln de 125. Donc, passons à la correction. Donc, x égale ln de 8, et on sait bien que 8 égale 2 au cube, donc x égale ln de 2 au cube, et comme ln de a à la puissance n, c'est égal à n ln de a, donc ici, ln de 2 à la puissance 3, ça donne 3 ln de 2. Y égale ln de 18 moins 3 ln de 2. 18, c'est égal 2 fois 9, qui n'est rien d'autre que 2 fois 3 au carré. Donc, y égale ln de 2 fois 3 au carré, moins 3 ln de 2. Ln du produit, c'est la somme des logarithmes. On aura alors ln de 2 fois 3 au carré, c'est égal à ln de 2 plus ln de 3 au carré, moins 3 ln de 2. Mais ln de a à la puissance n, ce n'est rien d'autre que n ln de a. Donc, on aura alors comme résultat ln de 2 moins 3 ln de 2, ça donne moins 2 ln de 2. Et ln de 3 à la puissance 2, c'est égal à 2 ln de 3. Z, donc, égale 3 ln de racine carrée de 3 sur racine carrée de 2, qui est égal ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Donc, on aura alors comme résultat 3 fois ln de racine carrée de 3 moins ln de racine carrée de 2. Or, on vient de voir que ln carré de racine de a, ce n'est rien d'autre que n demi ln de a. On aura alors 3 demi fois n demi ln de 3 moins n demi ln de 2. D'où, en développant le calcul, on aura alors z égale 3 demi ln de 3 moins 3 demi ln de 2. T égale ln de 15 plus 2 ln de 10 moins ln de 125. Essayons d'appliquer les mêmes propriétés. 15, c'est égal à 3 fois 5. Donc, ln de 15, c'est égal à ln de 3 plus ln de 5. 10 égale 5 fois 2. Donc, ln de 10, c'est égal à ln de 5 plus ln de 2. On aura alors comme résultat 2 fois ln de 5 plus ln de 2. 125, c'est égal à 5 au cube. Donc, ln de 125, c'est égal à ln de 5 au cube. Développons un peu le calcul. Donc, ln de 3 plus ln de 5, 2 fois ln de 5 plus 2 ln de 2. Mais ln de 5 à la puissance 3, ce n'est rien d'autre que 3 ln de 5. Donc, on peut alors simplifier. Ln de 5 plus 2 ln de 5, ça donne 3 ln de 5. Moins 3 ln de 5, ça donne 0. Donc, d'où le résultat, ln de 3 plus 2 ln de 2. C'est le résultat de notre quantité T. Donc, passons à une activité. Donc, le but de cette activité, c'est de pouvoir déterminer la limite en plus l'infini de la fonction ln. Donc, première question. On suppose que la fonction ln est majorée sur 1 plus l'infini. Petit a, prouver que limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x égale à l, où l est un réel fini. B,
calculer limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de 2x par deux méthodes. Et question C, que peut-on conclure? Enfin, on va déterminer alors la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x. Donc, passons à la correction. Donc, on suppose que la fonction ln est majorée sur 1 plus l'infini. On va prouver que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x égale à L, où L est un réel fini. Mais comme vous vous rappelez, dans le premier chapitre, les fonctions continues et limites, on a vu un théorème qui nous permet de résoudre ce problème-là, c'est que soit f une fonction définie sur un intervalle i de la forme a plus l'infini, donc si f est croissante et majorée sur i, alors f admet une limite finie à gauche en b ou en plus l'infini. Or, comme la fonction ln est strictement croissante et par hypothèse elle est majorée sur 1 plus l'infini, donc en se basant à ce théorème-là, on peut alors conclure que la fonction ln admet une limite finie en plus l'infini. Et par suite, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x, c'est égal à L. Donc, passons à la question suivante. Calculer par deux méthodes la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de 2x. Première idée, on peut voir la quantité kx associée ln de 2x comme composée de deux fonctions, c'est-à-dire la fonction kx associée 2x et la fonction ln. Or, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2x c'est égal à plus l'infini, et en se basant au résultat de premièrement petit a, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x égale à L, d'où on peut conclure alors que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de 2x c'est égal à L. Passons à la deuxième méthode. Donc on a ln de 2x c'est égal à ln de 2 plus ln de x. D'où limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de 2x c'est égal à limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de 2 plus ln de x. Or, la limite de la somme c'est égal à la somme des limites. On aura alors limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de 2 plus limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x. Or, ln de 2 c'est une constante, donc sa limite c'est ln de 2. Et limite en plus l'infini de ln de x, on vient de voir qui est égal à L. D'où la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de 2x par la deuxième méthode, c'est égal à ln de 2 plus L. Qu'est-ce qu'on peut alors conclure? Comme on a d'une part la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de 2x égale à L, et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de 2x c'est égal à ln de 2 plus L, donc on a alors ln de 2 plus L c'est égal à L. Et ça c'est équivalent à dire que ln de 2 égale à 0. Ce qui est absurde. Donc, notre hypothèse mise aux premières questions, elle est fausse. C'est-à-dire, notre fonction ln n'est pas majorée sur l'intervalle 1 plus l'infini. On va déterminer alors la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x. Donc, pour ça, on va vous rappeler une limite très importante vue au premier chapitre de notre programme. Donc, soit f une fonction définie sur un intervalle i de la forme a plus l'infini. Donc, si f est croissante et non majorée sur i, alors la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, c'est égal à plus l'infini. Et comme on vient de voir que la fonction ln, elle est strictement croissante et non majorée sur 1 plus l'infini, ce qui nous permet de conclure que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x, c'est égal à plus l'infini. Donc, théorème. Donc, on vient de montrer que limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x, c'est égal à plus l'infini. On peut aussi montrer que limite lorsque x tend vers 0 plus de ln de x, c'est égal à moins l'infini. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, c'est égal à 0.
Et pour tout n appartenant à n étoile, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur x à la puissance n, c'est égal à 0. De même, on a limite lorsque x tend vers 0 plus de x ln de x, c'est égal à 0. Et pour tout n appartenant à n étoile, limite lorsque x tend vers 0 plus de x à la puissance n ln de x, c'est égal à 0. Et limite lorsque x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1, c'est égal à 1. Et enfin, limite lorsque x tend vers 0 de ln de 1 plus x sur x, c'est égal à 1. Passons à une application. Donc, application 4 va calculer les limites suivantes. A, limite lorsque x tend vers plus l'infini de x moins ln de x. B, limite lorsque x tend vers 0 plus de 1 sur x plus 2 ln de x. C, limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur x plus 1. Passons donc à la correction. Donc, première limite, limite lorsque x tend vers plus l'infini de x moins ln de x. On a limite lorsque x tend vers plus l'infini de x moins ln de x. En plus l'infini, x tend vers plus l'infini. ln de x, sa limite en plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. La différence ici, c'est une forme indéterminée. Donc, une simple factorisation, ça résout notre problème. On aura alors limite lorsque x tend vers plus l'infini, x fois a moins ln de x sur x. Et comme limite en plus l'infini de x est égal à plus l'infini, et on vient de voir que ln de x sur x en plus l'infini, ça tend vers 0. Donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 moins ln de x sur x, c'est égal à 1. Donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini, produit de deux quantités. Et par suite, la limite cherchée, c'est-à-dire la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x moins ln de x, ce n'est rien d'autre que plus l'infini. Passons à la deuxième limite. Donc limite lorsque x tend vers 0 plus de 1 sur x plus 2 ln de x. C'est que limite en 0 plus de 1 sur x est égal plus l'infini. Et limite en 0 plus de ln de x, ça donne moins l'infini. La somme, c'est une forme indéterminée. Donc, essayons de faire une factorisation. On aura alors limite en 0 plus de 1 sur x facteur de 1 plus 2x ln de x. Or, limite en 0 plus de 1 sur x est égal plus l'infini. Et limite en 0 plus de x ln de x, ça donne 0. Donc, la limite en 0 plus de 1 plus 2x ln de x, c'est égal à 1. Donc, le produit, ça donne plus l'infini. Et par suite, la limite en 0 plus de 1 sur x plus 2 ln de x, c'est égal à plus l'infini. Donc, passons à la troisième limite. Donc, limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur x plus 1. En plus l'infini, ln de x, sa limite, c'est plus l'infini. Et x plus 1, ça tend vers plus l'infini. Le quotient ici, c'est une forme indéterminée. Donc, pour résoudre ce problème, on peut mettre un x en facteur au dénominateur. On aura alors la limite en plus l'infini de ln de x sur x facteur de 1 plus 1 sur x, qui est égal limite en plus l'infini de ln de x sur x fois 1 sur 1 plus 1 sur x. Or, on a limite en plus l'infini de 1 plus 1 sur x, c'est égal à 1. En plus l'infini, la limite de 1 sur x, c'est égal à 0. Donc, la somme, ça donne 1. Et, en se basant au théorème précédent, la limite en plus l'infini de ln de x sur x, ça donne 0. Donc, le produit, ça donne 0. Et par suite, la limite en plus l'infini de ln de x sur x plus 1, ça donne 0. Passons maintenant à une activité dont le but est d'étudier et surtout construire la courbe représentative de la fonction ln. Donc, soit
f, la fonction définie sur 0 plus l'infini par f de x égale ln de x, et on désigne par cf sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ du plan. Première question, on va dresser le tableau de variation de f. Deuxièmement, on va montrer que l'équation f de x égale à 1 admet une unique solution alpha appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini. B, on va vérifier que alpha est compris entre 2,71 et 2,72. Question 3, préciser les branches infinies de la courbe de f. 4, on va donner une équation cartésienne de la tangente TACF au point A de coordonnées 1, 0. Et enfin, on va tracer T et CF. Donc, passons alors à la correction. Donc, première question, on va dresser le tableau de variation de la fonction f. F de x est égal à ln de x. Par définition, f est dérivable sur 0 plus l'infini. Et on a f' de x est égal à 1 sur x, qui est une quantité strictement positive pour tout x positif. Et on a limite en 0 plus de f de x est égal à limite en 0 plus de ln de x, qui est égal à moins l'infini, en se basant au théorème précédent. Et limite en plus l'infini de f de x est égal à limite en plus l'infini de ln de x, qui est égal à plus l'infini. Donc, ce qui nous permet de construire le tableau de variation de notre fonction. Donc, f' elle est toujours positive. Donc, la fonction f est strictement croissante. Limite en 0, c'est égal à moins l'infini. Limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, notre fonction f est strictement croissante en passant de moins l'infini vers plus l'infini. Question 2, petit a, on va montrer que l'équation f de x égale à 1 admet une unique solution alpha appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, on a f est continue et strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, elle réalise une bijection de 1 plus l'infini sur l'image de l'intervalle 1 plus l'infini, qui est égal limite en 1 plus de f de x qui est égal limite en 1 plus de ln de x qui est égal à 0 et limite en plus l'infini de f qui est égal à plus l'infini. Or, 1 appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, donc il existe un unique réel alpha appartenant à l'ensemble de départ qui est égal à 1 plus l'infini, tel que f de alpha égale à 1. Question B. On va vérifier que alpha est compris entre 2,71 et 2,72. F est une fonction continue sur l'intervalle 0 plus l'infini, en particulier sur l'intervalle fermé 2,71-2,72. Et on a f de 2,71 est à peu près égal à 0,99. F de 2,72 est à peu près égal à 1,006. Donc, 1 est compris entre f de 2,71 et f de 2,72. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, alpha est compris entre 2,71 et 2,72. Et par convention, ce réel-là sera noté E. Retenons alors. Donc, il existe un réel E appelé base du logarithme népérien, vérifiant ln de E égale à 1, comme on vient de voir dans cette question. Deuxième chose, le réel E est compris entre 2,71 et 2,72, qui a comme valeur approchée de 71,828. Et pour tout n appartenant à z, on a ln de exponentielle n, c'est égal à n. La démonstration est simple. Ln de exponentielle de e à la puissance n, ce n'est rien d'autre que n fois ln de e, mais par définition, ln de e, qu'on vient de voir, c'est égal à 1. Donc, on aura ln de e puissance n, c'est égal à n. Passons à la question suivante. On va préciser les branches infinies de la courbe de f. Donc, on a limite en 0 plus de f de x, c'est égal à moins l'infini. Donc, la droite d'équation x égale à 0 est une asymptote verticale à la courbe de f.
D'autre part, on a limite en plus l'infini de f de x égale plus l'infini. Et la limite en plus l'infini de f de x sur x qui est égale limite en plus l'infini de ln de x sur x qui est égale à 0. Donc, CF admet une branche parabolique de direction, celle de l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini. Question 4, on va donner une équation cartésienne de la tangente T ACF au point A de coordonnées 1, 0. Donc, T est alors d'équation y égale f' de 1 fois x moins 1 plus f de 1. Or, f' de 1 c'est égal à 1 sur 1, ça donne 1. Et f de 1 c'est égal à ln de 1, par définition c'est égal à 0. On a alors l'équation de la tangente est y égale x moins 1. Passons alors à la traçage de notre courbe. Voilà. Donc ici c'est la tangente T au point A de coordonnées 1, 0 et d'équation y égale à x moins 1. Notre fonction ln elle est strictement croissante. Elle admet comme asymptote x égale à 0 et remarquez bien ici que la courbe de f admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Merci pour votre attention et à bientôt.